Salut Mathilde, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Mathilde, tu es l'une des porte-paroles de la primaire populaire, un mouvement citoyen qui cherche un candidat commun à la gauche et aux écologistes pour la présidentielle en passant par une primaire. Alors hier, c'était la fin des inscriptions à votre mouvement. Vous avez dépassé les 200 000 personnes qui se sont inscrites. Vous êtes satisfait par ce nombre? Tu nous avais annoncé, quand tu étais venu il y a 6 mois, espérer avoir 2 millions de personnes qui s'inscriraient. On sent que ça bouge, on sent qu'il y a une véritable dynamique, qu'il y a une vraie attente. On ne le redira jamais assez, il y a 70% des électeurs de ce que certains appellent encore la gauche et les écologistes qui veulent un rassemblement. Et on le voit, en moins d'une semaine, on a plus de 30 000 personnes qui se sont inscrites. Ça n'est pas du tout fini. On est au début de la dynamique. Nous, aujourd'hui, le vote qui est fixé à fin janvier, du 27 au 30 janvier prochain, permettra des inscriptions jusqu'à la fin du mois de janvier. Et donc on attend toujours plusieurs centaines de milliers, voire millions de personnes lors du vote final de la primaire populaire. Alors hier, c'était le dernier jour pour déterminer les candidats du fameux vote dont tu parles, qui aura lieu entre le 27 et le 30 janvier. En gros, les 200 000 inscrits pour l'instant à la primaire populaire pouvaient plébisciter des candidates et des candidats. Il y en avait 10. Qui étaient les 10 premiers, 5 femmes et 5 hommes. Ils devaient accepter ou décliner leur participation à ce vote de fin janvier. Mais finalement, vous avez, si j'ai bien compris, changé les règles et ce ne sera plus que les candidats déclarés à la présidentielle présents dans ces 10 candidats et candidates qui pourront participer. C'est-à-dire à ce stade, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo. Alors même qu'ils avaient plus ou moins refusé de participer. C'est bien ça ? Oui et non. Tu l'as dit, hier, c'était le moment où les candidats et les candidates les plus plébiscités dans le cadre de la plateforme de la primaire populaire nous répondaient si oui ou non ils souhaitaient participer. Si certains souhaitaient avoir le vote de la primaire populaire dès maintenant, beaucoup d'entre eux nous ont demandé un délai supplémentaire. Les 3 gros candidats, tu as raison, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, font la sourde oreille, n'ont répondu ni oui ni non officiellement par mail. Christiane Taubira, ni oui ni non. François Ruffin, Gaël Giraud et Clémentine Autain ont répondu qu'ils n'étaient pas candidats à la présidentielle, qu'ils avaient de la bienveillance et de la sympathie pour l'initiative, mais qu'ils ne voulaient pas rajouter une candidature de plus alors qu'ils ont plutôt comme objectif de rassembler. Charlotte Marchandis, Pierre Larouturou et Anna Gay-Portori ont répondu oui, mais avec la volonté d'avoir davantage de temps pour embarquer les autres. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on ne souhaite pas attendre ceux qui prennent la responsabilité de faire perdre notre camp, de faire perdre l'écologie et la justice sociale en 2022. Puisque ça ne passe pas par les candidats et les candidates, on demande aux électeurs et aux électrices de faire arriver le rassemblement. On sait bien que dans l'histoire, c'est souvent par le bas que les choses bougent. Et donc ce qu'on propose, c'est en effet un vote du 27 au 30 janvier sur la base des candidats plébiscités dans le cadre de la primaire populaire qui seront candidats au 15 janvier. Aujourd'hui, il y a en effet les 3 candidats que tu as cités, il y en aura peut-être d'autres, certains vont peut-être se retirer, à voir au 15 janvier, mais on le fera avec leur accord ou sans leur accord. Parce qu'on ne veut pas attendre et être soumis à des agendas uniquement fixés par des partis politiques et des acteurs politiques. On pense que c'est maintenant aux gens de décider lequel ou laquelle d'entre eux doit pousser pour le rassemblement. Et ça, c'est possible, enfin, je sais pas, d'un point de vue légal, d'un point de vue moral ou même d'un point de vue de pertinence politique, de faire participer des candidats et des candidates sans leur consentement? Bien sûr, c'est légal, on fait ça correctement dans le cadre de la loi. On s'est inspiré d'une initiative qui est née aux États-Unis, qui s'appelle le Sunrise Movement, où l'objectif est de choisir le candidat ou la candidate qui est le plus à même de rassembler, de tenir une ligne politique qui est celle du socle commun pour nous en France, et de créer du coup un effet sur les sondages si les candidats et les candidates ne sont pas d'accord pour participer. Les sondages, on voit aujourd'hui que c'est le seul paramètre qui regarde. Et donc, on se dit qu'il faut en effet impacter les sondages pour pouvoir ensuite faire débrancher ceux et celles qui seraient bas dans les sondages pour créer avec eux le rassemblement autour de la personne qui gagnera. C'est juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne ferme pas la porte. On n'est pas rancunier à la primaire populaire. Nos portables, ils restent allumés. Donc, et on invite les candidats et les candidates très sincèrement à embarquer dans cette dynamique citoyenne, à œuvrer au rassemblement ensemble, parce qu'il n'y a que comme ça, et ils le savent très bien, qu'on gagnera. Quitte à changer un peu les règles comme vous l'avez fait, pourquoi est-ce que vous ne réintégrez pas, par exemple, des candidats déclarés à gauche, comme par exemple Fabien Roussel, Anas Kazib, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud?
Parce qu'il y a eu un vote démocratique de notre base qui a sélectionné 10 personnalités qui sont aujourd'hui les plus plébiscitées dans le cadre de la plateforme de la primaire populaire. Le but, c'est de rassembler, rajouter à nouveau des candidatures, ne pas respecter le processus qu'on a lancé, serait une erreur selon nous aujourd'hui. Je le répète à nouveau, l'histoire, elle n'est pas écrite. En réalité, on laisse une sorte de délai supplémentaire aux candidats pour qu'ils embarquent dans la dynamique, sinon on sera sans eux. Mais qu'est-ce qui peut se passer concrètement d'ici la fin du mois de janvier? Parce que tu as dit, oui, il y en a peut-être qui vont lâcher l'affaire, enfin, qui vont être débranchés ou qui vont se débrancher tout seuls. Concrètement, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que vous allez essayer d'utiliser des moyens de pression pour qu'il se passe des choses d'ici la fin du mois de janvier? Ou est-ce que juste vous attendez que, je sais pas moi, par miracle ou je sais pas quel effet du sort, l'un ou l'autre des trois candidats se retire? Il peut se passer plein de choses. En réalité, la campagne, elle est loin d'être terminée et la bataille pour le rassemblement, elle est très loin d'être perdue. Pourquoi je dis ça? Les candidats et les candidates qui sont aujourd'hui lancés dans la course à la présidentielle, ils ont intérêt au rassemblement. Aujourd'hui, ils ont chacun une stratégie différente qui devait les amener à être au-dessus de 10%, chacun d'entre eux, dès le mois de décembre, ce qui n'est pas le cas. Yannick Jadot, au lendemain de la primaire écolo, il visait à être au-dessus de 10 voire 12% dans les sondages. Ça n'est pas le cas. Jean-Luc Mélenchon voulait garder le leadership en étant au-delà de 10% pour récupérer ensuite le vote utile. Ça n'est pas le cas. Anne Hidalgo pensait être devant comme étant l'acteur historique qui a toujours eu l'hégémonie dans notre camp. Ça n'est pas le cas. Et on voit bien, et ils le décrivent eux-mêmes, une sorte de faux plat dans cette élection. Ce faux plat, s'il continue à durer, ils sont tous morts. Et ils le savent. Et donc, si ce faux plat continue, à ce moment-là, il y aura un recours qui sera nécessaire pour eux. Et la primaire populaire a un intérêt pour chacun et chacune d'entre elles, individuellement comme collectivement. Il y a une question de timing là-dedans. Tu le sais, la politique, c'est aussi un enjeu de timing. C'est pour ça qu'on reste ouvert, que nos téléphones ne sont pas fermés et bloqués, qu'on n'est pas dans un truc de rupture avec les candidats. Mais en même temps, on a décidé de ne pas se laisser balader ad vitam aeternam par des partis politiques qui n'ont pas envie de faire gagner l'écologie et la justice sociale aujourd'hui. Le vote de fin janvier devait être procédé selon une méthode que je trouvais originale et qui est assez peu utilisée en politique et dont tu nous avais vanté les mérites dans ta dernière interview dans la Midinale. C'était un vote à jugement majoritaire. En gros, il aurait fallu donner des notes à chacun des 10 candidats et c'est celui ou celle qui aurait eu la meilleure note, entre guillemets, qui serait sorti gagnant ou gagnante. Mais est-ce que ça a encore du sens, ce vote à jugement majoritaire avec juste 3 candidats? Oui, ça a encore du sens parce que ce qu'on veut, c'est le rassemblement à nouveau. Donc avoir un vote qui est toujours un vote contre, un vote pour le moins pire, c'est mortifère pour notre démocratie. Qu'on ait 3 candidats, qu'on en ait 4, qu'on en ait 5, qu'on en ait 10, peu importe. Ce qu'on veut faire avec ce système de vote, c'est éviter la dynamique de vote utile qu'on a trop connue et qui tue notre démocratie. Et ça permet aussi beaucoup plus facilement de créer le rassemblement. Parce que je le redis, l'objectif, c'est que le candidat ou la candidate qui gagne, on fera campagne pour elle. Mais attention, on fera campagne et on sera appui et force de pression sur elle pour qu'elle crée le rassemblement avec les autres. Le but n'est pas d'humilier les autres candidats. Le but est de créer une dynamique autour de l'un d'entre eux pour qu'enfin une dynamique de rassemblement puisse avoir lieu, puisqu'aujourd'hui, les 3 stagnent et qu'il n'y a rien qui se passe. Alors, tu as mentionné tout à l'heure Christiane Taubira, elle était dans les 10 personnes plébiscitées. Pour l'instant, elle n'a pas dit, hier encore, elle était sur Quotidien, et elle n'a pas vraiment dit si elle participerait à la présidentielle. Mais je sais que vous y croyez encore. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et pourquoi mettre autant d'espoir dans Christiane Taubira? Qu'est-ce qu'elle représente tout particulièrement pour vous? Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas autant d'espoir dans Charlotte Marchandise ou dans François Ruffin, par exemple? Parce qu'eux aussi, ils pourraient du jour au lendemain dire bah, tiens, j'ai participé. Pourquoi Christiane Taubira, elle cristallise autant vos aspirations et vos envies? Je suis pas sûre que Christiane Taubira cristallise plus que les autres candidats nos envies en tant qu'organisateur de la primaire populaire. On voit bien que dans l'électorat de gauche et d'écologistes, elle semble représenter quelque chose avec une forte aspiration. C'est en tout cas le résultat qu'ont donné les parrainages citoyens. Et c'est quoi ce quelque chose d'après toi? Je pense que c'est l'espoir du rassemblement. On voit bien que c'est quelqu'un qui parle à la fois à un électorat venant de LFI, à la fois un électorat écolo, à la fois un électorat venu du PS. Je pense qu'il y a ça, puis il y a peut-être une vision du monde aussi.
Après, pour moi, elle est à la même... Après, pour moi, elle a égalité avec les autres candidats et candidates. Simplement, c'est celle qui, aujourd'hui, a dit ni oui ni non, qui n'est ni déclarée dans la course à la présidentielle comme Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo ou Yannick Jadot, et qui ne fait pas partie des candidats qu'on dit fermement oui, comme Pierre Larouturou, Charlotte Marchandise ou Anna Aguet-Portori. Donc il n'y a pas de différence de traitement, mais on voit bien qu'elle fait partie de celles et ceux qui nous ont demandé un délai supplémentaire et qui se posent la question de comment jouer un rôle dans cette élection présidentielle, alors qu'aujourd'hui, on sent que maintenant les choses sont mal embarquées, mais on sent tous aussi qu'il y a comment on dit, ce trou de souris qui existe. Est-ce que Christiane Taubira jouera un rôle là-dedans? C'est à elle d'y répondre, c'est pas à moi aujourd'hui. J'ai une dernière question, Mathilde. Là, vous avez plus de 200 000 participants à cette primaire. Je ne sais pas si on peut dire adhérents à votre mouvement, mais en tout cas, il y a 200 000 personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Qu'est-ce que concrètement vous pouvez leur proposer à ces 200 000 personnes? Parce que pour l'instant, vous leur dites, il faut, lorsque vous êtes adhérent, il faut que vous essayiez d'aller chercher encore plus d'adhérents pour participer, pour faire pression sur cette primaire. Mais est-ce que c'est tout ce que vous allez leur demander? Est-ce que vous ne pouvez pas imaginer créer autre chose en fait? Parce que il y a aussi cette question du socle commun. C'était une question que j'avais posée à Clément Perrault, qui est aussi dans votre primaire populaire il y a 2 semaines. Je lui avais dit, le problème, c'est que vous avez déjà un socle commun qui n'est plus questionné, qui n'est plus interrogé à ce stade. Et donc, du coup, je me pose la question de savoir si j'adhère à votre mouvement, par exemple, à quoi je vais servir. Est-ce que va encore y avoir des questions programmatiques, la construction d'un projet? C'est quoi l'avenir, en fait, de la primaire populaire au-delà du 30 janvier? Que ça échoue ou pas, d'ailleurs? Au-delà des 200 000 signataires, on a plus de 5 000 bénévoles sur l'ensemble du territoire. Et c'est eux, en réalité, le cœur battant aujourd'hui de la primaire populaire. Ils sont répartis dans plus de 60 antennes locales. Il y a 10 antennes locales par semaine qui se créent. Et c'est eux qui, aujourd'hui, font du porte-à-porte, font du recrutement en rue, parlent de la primaire populaire. Petite anecdote, mais quand on a demandé à BFM pourquoi est-ce qu'ils avaient fini par parler de nous, la réponse, elle a été simple. C'est parce que la PQR partout en parle, parce que les bénévoles sur le terrain se bougent. Donc d'abord, c'est une première proposition, venir participer sur le terrain à faire vivre la primaire populaire. On a toujours dit qu'on ne voulait pas un mouvement de cliqueurs, qu'on voulait un mouvement réel sur le terrain, et c'est une réalité aujourd'hui. La deuxième chose qu'on propose, c'est un rendez-vous. La prochaine étape de la primaire populaire, c'est le 11 décembre prochain. On se rassemblera pour proposer vite un front populaire écologique face à la droite et à l'extrême droite, qui présentera son candidat le 4 décembre prochain, et extrême droite avec Éric Zemmour, qui fera un grand meeting le 5 décembre prochain. On ne veut pas laisser l'espace, tant sur les idées que sur la mobilisation, à ce camp-là. Il faut que nous, on réagisse. Donc rendez-vous à toutes celles et ceux qui sont inquiets, à la fois de la candidature de Zemmour hier, mais au-delà de ça, de la banalisation des idées d'extrême droite, du fait que Marine Le Pen n'apparaisse presque plus comme quelqu'un de dangereux. Rendez-vous le 11 décembre, place de la République à Paris et partout en France, devant l'hôtel de ville de chez vous, pour une grande mobilisation. Et au-delà de ça, une fois le vote, on fera campagne. On fera campagne pour le ou la candidate qu'ensemble, collectivement, on aura désigné, et on fera campagne pour le rassemblement, c'est-à-dire qu'on se mettra en appui de cette personne-là pour aller chercher les autres et les appeler au rassemblement, et pas seulement les appeler, mais créer les conditions. Le but, à nouveau, n'est pas d'humilier personne. Le but est de créer un rassemblement qui soit gagnant en 2022. On voit qu'il y a un trou de souris. Fonçons. Et c'est à nous, citoyens, de créer cette dynamique aujourd'hui. Mais donc du coup, ce que vous proposez en fait à vos adhérents entre guillemets, c'est de faire du porte-à-porte et puis d'aller boire des coups à des meetings. Il n'y a pas plus d'empowerment que ça. Enfin, vous leur proposez pas de co-construire en fait un projet. Vous leur proposez pas en fait de devenir véritablement des sujets politiques. Oui et non. Aujourd'hui, on est clairement dans une logique où il faut être nombreux, il faut être massif et il faut être sur le terrain. Mais par contre, on parle de fond. D'abord, les propositions du socle commun, elles sont issues des mouvements sociaux de ces dernières années. Elles sont issues des organisations de la société civile qui portent des propositions depuis de nombreuses années qui vont dans ce sens-là. C'était pas qu'un consensus entre partis. Ah non, loin de là. Les propositions qu'on a proposées, elles viennent de la base. Et les partis, derrière, ont travaillé avec nous 4 heures par semaine pendant un mois à le co-construire. Mais elles viennent du terrain. Deuxième élément, c'est que c'est une première étape, cette présidentielle. Le mouvement qu'on est en train de créer est un mouvement qui se veut sur moyen, long terme. Comment est-ce qu'après l'élection présidentielle, une fois qu'on l'aura gagnée, on recompose
pour les législatives. On recompose pour le temps long un camp où aujourd'hui, il y a plein d'idées, il y a plein de propositions à mettre en œuvre. Évidemment que cette force vive de militants, elle sera utile à ce moment-là et qu'on aura recours à elle. Aujourd'hui, il y a un temps pour tout. L'objectif qu'on a, c'est d'être extrêmement nombreux. Aujourd'hui, on voit qu'on est plus de 200 000. Si on compare à la droite, ils sont 150 000 à la primaire de la droite. Il y a une dynamique qui se crée dans notre camp qui peut être beaucoup plus puissante et qui peut être beaucoup plus puissante sur le court terme. On invite toutes celles et ceux qui se retrouvent dans les idées d'écologie et de justice sociale à aller signer sur le site de la primaire populaire. Plus on sera nombreux, plus on a des chances à court terme de gagner l'élection présidentielle et plus on a des chances à court, moyen et long terme que nos idées, nos propositions deviennent notre réalité. En fait, j'ai une toute dernière question parce que tu compares avec la primaire de la droite. Du coup, est-ce que vous allez organiser, est-ce que vous allez essayer d'organiser, parce que j'imagine que c'est compliqué, par exemple des débats comme l'ont fait la droite ou comme l'ont fait par exemple les écologistes dans leur primaire, et comme c'est souvent le cas dans des primaires, organiser un débat entre Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo, par exemple, qui serait arbitré, pas forcément à la télé, hein, il y a plein d'autres façons de l'organiser, peut-être arbitré par vous. Est-ce que c'est possible, c'est envisageable, et est-ce que ce ne serait pas assez sain finalement pour voir les différentes propositions qui sont faites par les uns et les autres? Nous, on le souhaite, on pense que ce serait en effet sain pour le débat public, on leur proposera. La question derrière, c'est est-ce qu'ils vont accepter et enfin prendre leurs responsabilités pour faire gagner l'écologie et la justice sociale. Merci beaucoup Mathilde. Merci Pablo.